Ce matin, tu étais à mes côtés. J'arrivais à sentir ta respiration. J'arrivais à sentir ton souffle. J'arrivais à sentir ton cœur près du mien. J'arrivais à sentir ton corps, tes jambes, tes bras. J'arrivais à sentir ton torse qui était contre mon dos. C'était là que j'arrivais à sentir ta respiration. C'était là que j'arrivais à sentir ton cœur. J'avais l'impression que mon chien était toujours près de moi. Il fallait que j'en fasse le deuil. Il fallait que je l'oublie. Il fallait que j'oublie ça pour de bon. Il fallait que je tourne la page. C'est pour ça que tu étais là, pour pouvoir m'aider à oublier. Je n'arrivais pas à me retirer tous ces moments de la tête, tous ces moments que j'avais passés en balade avec elle, tous ces moments que j'avais passés à courir avec elle, tous ces moments que j'avais passés tous ces moments que j'avais passés à me dépenser avec elle, tous ces moments étaient en train de se décomposer dans ma tête. Ils se décomposaient, telle une feuille morte en automne. Ils se décomposaient, comme le cadavre de ma chienne. C'était la métaphore la plus glauque que j'avais en tête, mais tu étais là. Tu étais là près de moi, et j'arrivais à te sentir. Et malgré ça, toutes ces idées que j'avais en tête, tout ce qui repassait, je repassais le fil, de ce que j'avais vécu avec mon chien, comme je pouvais repasser une cassette VHS. Comme je pouvais repasser une cassette VHS, je repassais le fil de tout ce que j'avais vécu avec elle. Les moments qu'on a passés dehors, les moments qu'on a passés dans la forêt, les moments qu'on a passés à se jeter un bâton, les moments que j'ai passés avec elle, tout seul, simplement moi et elle, dans un parc. Les moments que j'ai passés seul dans un parc allongé, où je m'en foutais des gens qui pensaient qu'ils avaient pitié de moi. Ces moments où je passais simplement un moment avec ma chienne. Tout ça repassait dans ma tête, comme un fil, comme un simple fil que je pouvais rebobiner encore et encore. Mais au moment où j'ai ouvert les yeux, au moment où j'ai respiré une bonne fois, que j'ai senti ton souffle, chaud dans ma nuque, que j'ai senti ton bras se resserrer, se resserrer sur mon bas-ventre, que j'ai senti ton autre bras, dans mon dos, qui était en train de me faire un massage sur l'épaule. Tous ces moments sont disparus. Tous ces moments ont disparu. Je me suis retourné, je t'ai regardé et je t'ai dit « Bonjour, comment vas-tu ?» Tu n'as pas daigné me répondre. Tu n'as pas daigné me répondre parce que tu t'es avancé. Tu as posé tes lèvres sur les miennes. J'ai senti la douceur et la chaleur de tes lèvres. Tu m'as embrassé, tu m'as regardé et tu m'as répondu « Bien ». Tu m'as demandé comment ça allait. Je me suis mis contre le dos du lit. Je t'ai regardé. J'ai croisé les jambes. Tu t'es mis comme moi, sauf que toi tu as plié les jambes contre toi. Tu t'es mis contre le dos du lit et tu as gardé ta main dans mon dos. Tu as mis ta main dans le bas de mon dos et tu m'as dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ?» Je me suis tourné vers toi et j'ai dit « Non, non, tout va bien. » Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu m'as alors dit d'arrêter de penser à ma chienne. D'arrêter de penser à mon chien. Tu as levé les yeux et tu as dit « Tiens, fais comme moi. » Tu étais en train de regarder le lustre. J'ai fait comme toi, j'ai dit « Qu'est-ce que je suis censé voir ?» Tu es venu à côté de moi et tu as dit « Non, qu'est-ce que tu es censé imaginer ?» Tu t'es mis à côté de moi et tu m'as dit « Imagine que ta chienne soit maintenant dans un paradis pour chiens. Imagine qu'elle soit bien, qu'elle soit dans un énorme parc avec plein d'autres chiens morts. Imagine qu'elle ne se sente pas seule. Imagine qu'elle te voie de là-haut, qu'elle est dans un parc et qu'elle est en train de gambader. Elle est en train de gambader, la queue en l'air. Tu te souviens de ses yeux qui pétillent? Je t'ai regardé toi, et j'ai dit oui, parfaitement. Tu m'as dit, tu te souviens de sa truffe, de son museau, qui de temps en temps
faisait ce petit bruit que tu aimais beaucoup, ce petit bruit de respiration. Imagine qu'elle gambade dans un énorme parc en haut. Elle gambade dans un énorme parc en haut, et son museau, sa truffe, fait ce petit bruit de respiration que tu aimes beaucoup. Sa queue est relevée vers le haut, et sa queue est relevée vers le haut, et elle tombe parfois de droite à gauche. Imagine que quand elle marche, sa queue reste droite. De droite à gauche, elle fait des mouvements de droite à gauche, des mouvements circulaires. Des petits mouvements circulaires qu'on ne peut pas apercevoir. On a juste l'impression qu'elle passe de droite à gauche. Imagine sa queue qui fait ce mouvement-là, ces petits mouvements. J'ai essayé d'imaginer mon chien dans un énorme parc. J'ai imaginé mon chien dans un énorme parc. Je me suis tourné vers toi. Et toi, tu m'as dit, tu te sens mieux? J'ai été ouvrir les rideaux. J'ai été ouvrir les rideaux et j'ai regardé le ciel. Je me suis assis sur une chaise. Tu es venu près de moi. Et tu m'as demandé, est-ce que tu te sens mieux? J'ai regardé le ciel et j'ai dit, oui, un peu mieux. Ma chienne avait disparu, mais ce n'était pas pour autant que je ne pouvais plus la voir dans mes bras. Il suffisait de prendre une photo, de penser très fort à la métaphore que tu m'avais donnée et de l'imaginer dans mes bras. Et je ressentais à nouveau son poil doux. Je sentais à nouveau l'odeur de son poil qui sentait un petit peu la terre et cette odeur que laisse l'herbe juste après la tombée de la pluie. Je sentais à nouveau la chaleur de ses pattes. Je sentais à nouveau la chaleur de ses coussinets quand elle venait sur moi et qu'elle se posait au pied de mes jambes et que j'étais couché dans mon lit. Je t'ai regardé et je me suis mis contre toi, comme toi tu t'es mis contre moi. On s'est réendormi ce matin-là et j'ai dit que je me sentais très bien. Le matin, alors que je me servais dans le frigo, que je me servais un verre d'eau, et puis que je mettais de l'eau dans la machine à café pour me faire un café, je me suis retourné, appuyé sur le frigo, je t'ai regardé et j'ai dit, je me sens davantage mieux. Depuis que je regarde le ciel, je ne pense plus qu'à elle, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Tu m'as dit tant mieux, nous sommes allés marcher dans la forêt et j'avais l'impression de la voir à mes côtés. Quand nous sommes rentrés le soir, j'ai Quand nous sommes rentrés le soir, je t'ai remercié pour cette métaphore. Tu m'as embrassé et nous sommes restés un bon quart d'heure dans le salon. Ce matin-là, je me suis levé et j'ai mis le premier jeans que j'ai trouvé, un jeans noir. Ensuite, je me suis mis sur le lit et je t'ai réveillé. Je t'ai demandé, David, David, David. Ensuite, tu t'es tourné, tu m'as regardé. Quand tu m'as regardé, tu as dit, c'est la première fois que tu m'appelles par mon nom. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon instrument avec moi et je suis allé dans le salon. Tu es arrivé, tu n'avais pas encore ton jeans. Tu étais encore, tu étais encore en boxer noir, tu m'as regardé, tu t'es assis à côté de moi et tu as dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis installé un peu plus près de toi et j'ai dit, tu veux bien jouer du hang drum avec moi ce matin? Tu m'as regardé, tu as regardé ton instrument. Je me suis mis près de toi et j'ai dit, oui, je voudrais qu'on fasse du hang drum ce matin. Tous les deux, je voudrais qu'on en fasse. Tu m'as demandé alors en me regardant. En me regardant, tu es allé te servir un verre d'eau. Tu es allé te servir un verre d'eau dans le frigo. Et depuis la cuisine, appuyé contre la cuisinière, tu m'as dit, et tu veux qu'on s'enregistre? Tu veux qu'on s'enregistre? Tu veux qu'on en fasse un titre? Je me suis mis dans la cuisine avec toi, et j'ai alors sorti le matériel pour s'enregistrer. J'ai sorti les micros, j'ai sorti l'amplificateur. Quand j'ai sorti les micros, l'amplificateur, j'ai tout installé dehors et je t'ai regardé. J'ai mis 2 coussins, j'ai mis une caméra que j'ai mis sur son pied, j'ai déplié le pied de la caméra et je l'ai mis juste en face de nous. J'avais préparé le setup. J'avais préparé le setup avec un amplificateur près de toi, un amplificateur près de moi, un baffle avec un métronome que j'avais lancé. J'avais lancé le métronome
et le métronome était en train de partir. Je l'entendais en train de faire tic, tac, tic, tac, tic, tac, et d'accélérer le mouvement. Alors que j'entendais son tic-tac s'accélérer, je t'ai regardé dans la cuisine et je me suis servi un verre d'eau comme toi, et j'ai regardé tout ce que j'avais installé, une caméra sur son pied que j'avais déplié, un amplificateur un amplificateur à gauche avec un coussin par terre, un coussin rouge. Ensuite, un amplificateur de l'autre côté, branché, avec un amplificateur branché de l'autre côté, le tien branché à une autre prise, le mien branché à une autre prise. Sur la terrasse, il y avait un hang drum pour toi et un hang drum pour moi. Je t'ai regardé et j'ai dit, je sais pas, tu veux qu'on s'enregistre? Tu m'as regardé et tu as dit, tu as une chanson en tête en particulier? Tu as un son en tête, une mélodie? On est allé dans le salon, et dans le salon, j'ai dit que je n'avais pas particulièrement de mélodie, que je faisais toujours tout de tête. Tu m'as regardé, et tu m'as regardé et tu as dit, alors qu'est-ce que tu proposes? On s'enregistre ou on fait ça comme ça? Je me suis mis à côté de toi et j'ai dit, ce que je voudrais, c'est tout simplement que tu viennes à côté de moi et qu'on fasse un hang drum à quatre mains. Je voudrais que tu viennes près de moi et qu'on fasse un hang drum à quatre mains. Tu m'as regardé tu m'as regardé et tu as dit, on n'a jamais essayé. Tu as posé ton verre sur la table et j'ai remarqué le cercle d'eau, qu'avait formé le pied du verre juste sur la table en verre. Je l'ai essuyé et j'ai dit, je voudrais que tu te mettes derrière moi. Je sais pas, tu te mets derrière moi, tu mets tes épaules en dessous de mes bras, tu mets tes épaules contre mon dos, tu mets ton torse contre mon dos. Moi je me mets un peu en avant et toi tu mets tes mains en dessous des miennes et on fait un hang drum à quatre mains. Tu mets tes jambes le long des miennes et on fait un hang drum à quatre mains. On se met sur le même coussin, on n'a qu'à prendre l'énorme coussin noir. On l'a fait, on a pris l'énorme coussin noir. On a alors mis les deux amplificateurs juste en face de nous. Juste en face de nous, à côté, on a mis les deux amplificateurs. On les a branchés sur la même prise, la même rallonge. Tu t'es mis juste derrière moi. Je sentais ta respiration. Je sentais ton cœur. Et je sentais tes épaules. Je sentais tes épaules et je sentais tes côtes. Ensuite, j'ai senti tes jambes le long de mes jambes. Je me suis retourné, tu m'as embrassé, je t'ai embrassé, et on a commencé à jouer du hang drum, frappant sur les diverses plaques de métal, à divers endroits, à des endroits différents. Tu m'as regardé et de temps en temps tu me souriais. De temps en temps on regardait la caméra et on continuait à jouer. Selon ce qu'on entendait, selon les bruits que l'on entendait, selon les symphonies et les sons qu'on entendait, on créait, on créait une sorte de son, une sorte de chanson agréable à entendre. Ce n'était pas vraiment une chanson parce qu'il n'y avait pas de paroles, mais on était en train de créer un son. On était en train de créer une mélodie à quatre mains. Et puis ensuite, j'ai débranché tout. J'ai tout débranché, tu m'as aidé à tout déplacer dans le garage. J'ai retiré la caméra. J'ai retiré la caméra de son pied. Dans le salon, j'ai posé la caméra. J'ai posé la caméra dans le salon. Et on s'est regardé. On s'est regardé sur l'écran de la caméra. On s'est regardé jouer à quatre mains. On a écouté comment ça donnait. Le lendemain, on est allé en ville avec la voiture. Avec la GLE, avec la Mercedes GLE grise, tu es sorti, tu as pris la caméra, tu m'avais demandé si je l'avais. J'ai dit que je l'avais. Et ensuite, on l'a déposée. On l'a déposée devant la personne qui écoute nos chansons, qui écoute nos sons, qui écoute nos symphonies, et qui souvent s'occupe de nos hang drums. Il s'occupe de les refaire. Il s'occupe de l'entretien de nos hang drums. On lui faisait entièrement confiance. C'était un homme assez jeune, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. C'était un homme assez jeune, à la peau typée caucasien. À la peau typée caucasien, il nous a regardés. Il était assez grand, assez musclé, avait des épaules assez larges. Il nous a regardés, a fait l'entretien de nos hang drums, et ensuite on lui a montré ce qu'on avait fait. Il a dit que ça avait du potentiel. Il a dit que ça avait du potentiel et qu'on pouvait peut-être en faire un tube, qu'on pouvait peut-être en faire un hit de l'été et qui servira à toutes les personnes qui feront de la relaxation
ou qui voudront écouter une petite musique d'ambiance pour chez eux. Alors finalement, on a signé un contrat, on est allé dans son bureau, où sur le côté, il avait une mini statuette africaine, avec à côté un mini hangdrum, un tout petit hangdrum en métal. Je les ai regardés, j'étais intrigué par cette petite statuette africaine et ce petit hangdrum en métal. Je lui ai demandé si... J'ai coupé, j'ai coupé alors la discussion pendant un instant pour lui demander s'il fonctionnait vraiment. Il l'a pris en main et il a dit que non, c'était un simple gadget, plutôt une sculpture qu'un gadget, et je l'ai regardé. On a signé alors on a signé alors un contrat disant que ce que nous avons fait, le son que nous avons inventé, pouvait être ensuite, pouvait être ensuite servi sur un plateau dans une maison de disques. Mais il fallait qu'on soit là. Le jour où on était dans cette maison de disques, notre, notre son, notre mélodie qu'on avait fabriquée à deux, à quatre mains, avait été servie sur un plateau d'argent. Il avait été servi sur un plateau d'argent aux personnes qui s'occupaient de moduler nos sons. Les personnes qui s'occupaient de moduler nos sons, les personnes qui s'occupaient de refaire nos sons et nos mélodies qu'on fabriquait, les personnes qui s'occupaient de faire nos albums, et les designers qui s'occupaient de designer les albums avec nos, avec nos visages, avec nos visages et avec les photoshoots qu'on passait pour les albums et pour les photos de nos albums. Tout le monde était là. Tout le monde était là un peu comme une soirée d'ouverture. Et on a écouté notre son. On a écouté notre son, la mélodie qu'on avait fabriquée. Ils étaient en train de la moduler et de la refabriquer, ce qui me déplaisait, parce que c'était un petit peu comme si on retravaillait l'œuvre qu'on avait déjà fabriquée à deux. Ce matin-là, je me sentais encore voltiger, comme si mon âme sortait de mon corps. Comme si mon âme sortait de mon corps et qu'elle partait dans un monde beaucoup plus calme, fait de, fait de paix, de calme et de sérénité. Je me sentais voler, voltiger, comme si j'étais en train de voler, comme si je sentais le vent dans mes cheveux, comme si je sentais l'air frais dans ma nuque, comme si je sentais l'air chaud de ta respiration. Tes côtes bougeaient au fur et à mesure que tu respirais, tes poumons se remplirent d'air, et chaque battement de mon cœur et de ton cœur, qui fonctionnait exactement à la même mesure. Ton cœur et les battements de mon cœur qui fonctionnaient exactement à la même mesure. Ta respiration et tes côtes, et mes côtes et ma respiration qui fonctionnaient exactement à la même mesure. Tout ça, je le ressentais quand on était en train de faire une mélodie sur nos hangdrums à quatre mains. Je le ressentais. Je le ressentais bel et bien. Et ce jour-là, quand on était en train de moduler et d'écouter les sons qu'on a fait, les mélodies qu'on a fabriquées à quatre mains, un duo à quatre mains, eh bien, j'avais l'impression qu'on détruisait tout ce qu'on fabriquait. Même si c'était pour faire un, même si c'était pour faire un titre, un nouveau titre que nous avions fait à deux, alors qu'au début c'était censé être alors qu'au début c'était censé être un duo à quatre mains, c'était parti pour devenir un titre, un simple album. Un simple album avec quelques titres, 4 ou 5, pas plus. On devait jouer du hangdrum dans une salle qui était entourée d'amplificateurs. Il y avait deux amplificateurs à côté de moi, un micro juste au-dessus de toi et un au-dessus de moi, un petit au milieu de nous deux qui enregistrait le son de nos instruments, et là où on tapait sur nos instruments, sur nos hangdrums. Ensuite, on avait apporté nos instruments, nos hangdrums à l'entretien. Le soir, alors que j'étais parti me recoucher, que j'étais parti dans mon lit, retirer mon jeans, prendre ma douche, je sentais l'eau le long de mon corps, et tu es venu près de moi. Je sentais l'eau chaude le long de mon corps et le long de ton corps. Quand je me suis mis avec mon livre, un livre sur la méditation, quand je me suis mis dans le lit et que tu t'es mis à côté de moi, tu m'as demandé ce qui ne va pas. J'ai regardé nos instruments et j'ai dit non, tout va bien. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai été sauvé par la sonnette et par quelqu'un qui a frappé à la porte. C'était ce jeune homme auquel on avait vraiment confiance, qui venait, qui venait simplement nous déposer nos instruments. On a récupéré nos hangdrums qui avaient été de nouveau qui avaient été repassés. Nos hangdrums qui avaient été repassés à nos hangdrums avaient été refaits, avaient été repassés à l'entretien. On les avait récupérés. Lorsqu'on les avait récupérés, on les a rangés. On les a rangés dans une boîte une boîte en bambou qu'on avait dans une armoire, juste en dessous de nos vêtements. On les a rangés là, et j'ai fermé les yeux.
tout en sentant ta respiration et les battements de ton cœur, à la même mesure que le mien. Ce soir-là, pour être proche des étoiles, j'ai été jouer du hang drum sur le toit. Ça me procurait une certaine respiration et un certain calme, alors que je devais respirer d'une certaine manière pour pouvoir jouer d'une certaine manière, alors que je devais contrôler les battements de mon cœur, que je devrais presque contrôler tout mon corps afin de jouer d'une certaine manière. Je me sentais en connexion. Je me sentais en connexion et en phase avec la nuit. Quand tu as entendu cette musique hypnotique, cette musique hypnotisante, quand tu as entendu cette musique hypnotisante jouer dans tes oreilles, tu as ouvert les yeux, tu t'es mis avec les pieds à terre au bord du lit et tu es venu sur le toit. Tu as pris ton hang drum, ton instrument. Tu as ouvert la boîte sur le lit, tu as pris ton hang drum et tu es monté. Tu avais ton hang drum sous la main, tu es monté sur le toit et tu es arrivé près de moi. Comme toi, comme moi et comme toi, il te fallait simplement contrôler ta respiration. Il te fallait contrôler les battements de ton cœur. Il te fallait contrôler la manière dont tes épaules bougeaient. Il te fallait contrôler tes clavicules. Il te fallait contrôler le mouvement de tes clavicules, contrôler le mouvement de tes poignets, contrôler le mouvement de toutes tes phalanges, contrôler le mouvement de tes côtes qui s'agrandissaient et qui rétrécissaient, qui s'enfonçaient dans ta poitrine et qui s'ouvraient à l'intérieur de ta poitrine. Contrôler ta respiration, contrôler ton cœur. Tu contrôlais tout. Tu contrôlais tout. Tu avais l'impression d'avoir une certaine emprise. À un moment, j'ai trébuché. Je suis tombé sur le côté. Mais tu es venu près de moi. Tu es venu près de moi et tu t'es mis sur moi. Tu m'as embrassé. Tu as posé tes yeux dans les miens. Quand tu as posé tes yeux dans les miens, j'ai cru apercevoir la lune. J'ai cru apercevoir la lune dans tes yeux. Tu m'as embrassé et ton visage s'est rapproché du mien. J'ai senti tes lèvres douces sur les miennes. J'ai senti la chaleur de ta bouche, la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Quand j'ai senti la chaleur de tes lèvres sur les miennes, la douceur de tes lèvres sur les miennes, que tu étais sur moi et que je sentais ton torse sur le mien, que je sentais tes jambes qui étaient appuyées sur le toit, que je sentais tes jambes et ton bassin contre mes jambes, que je sentais tes bras le long des miens, que tu m'as embrassé, que tu t'es posé sur moi, tu es resté à côté de moi. Nous sommes restés couchés un long moment, et ensuite nous sommes redescendus. Nous avons joué du hang drum la nuit. La nuit tombée, nous avons joué du hang drum. Nous sommes restés là un long moment. Ensuite, nous sommes restés là sans nos hang drum. On les a posés sur le côté. On les a posés sur le côté et on est resté là un long moment. On est resté là un long moment. Je voyais que tu faisais tourner tes poignets. Je voyais que tu faisais tourner tes poignets. Tu gardais ta main droite. Tu gardais ta main droite avec ton coude appuyé sur ton genou. Avec ton coude appuyé sur ton genou. Tu gardais ta main droite à côté de ton visage. Tu faisais aller tes doigts. Tu faisais aller tes phalanges. Et ensuite, tu faisais aller tes poignets. Tes poignets, je les entendais craquer. Je voyais que tu contrôlais aussi ta respiration. Tu faisais une sorte de mouvement circulaire en appuyant sur cet os que tu as au milieu de ton... En appuyant sur cet os que tu as au milieu de ton torse. Tu faisais ce mouvement circulaire avec ton poignet. Tu appuyais très fort sur ton torse. Et tu me regardais. J'ai fini par faire la même chose. Je me suis mis à côté de toi. Tu t'es mis en face de moi, tu as pris ma main. Et tu as dit non, comme ça. Tu appuies. Tu fais comme si tu faisais un point. Tu fais un point relevé vers le haut. Tu mets ta main dessus. Tu mets ta main dessus et tu appuies. À partir de là, tu sens ton os. Tu sens ton os dur, en dessous duquel il y a ton cœur. Tu contrôles ta respiration et tu fais des mouvements. En même temps, ferme les yeux pour imaginer tes poumons. Je fermais les yeux pour imaginer mes poumons, pour imaginer ma cage thoracique qui s'ouvrait et qui se renfonçait à l'intérieur de mon torse. Je sentais
qu'elle s'ouvrait, qu'elle se grandissait, et qu'elle se refermait à l'intérieur de mon torse. Je sentais mes poumons se remplir d'air, j'imaginais l'air à l'intérieur, comme si mes poumons étaient un sac vide, et j'ai fermé les yeux, et tu as continué à guider le mouvement. Ensuite, je l'ai fait tout seul, fermant les yeux, et ouvrant un petit peu juste un œil pour apercevoir la lune. J'ai vu que tu t'étais rapproché, tu as mis tes 2 mains sur mes épaules, j'ai contrôlé le mouvement de mes clavicules, et tu t'es rapproché. Tu as bougé le hang drum, j'ai senti son bruit métallique sur le toit. J'ai senti son bruit métallique sur le toit. J'ai senti ton hang drum cogner mon hang drum. À partir de là, j'ai voulu tourner la tête et ouvrir les yeux, mais tu es resté près de moi. Tu as posé tes lèvres sur les miennes et tu m'as embrassé. Tu te servais de ce mouvement que tu faisais pour pouvoir m'embrasser. Nous avions passé un moment assez agréable sur le toit. Ensuite, nous sommes redescendus. Je me suis assis sur le lit et je t'ai demandé si c'était réel, si c'était vrai. Si c'était vrai ce que tu m'avais appris comme mouvement, contrôler sa respiration. Contrôler sa respiration en faisant des mouvements circulaires sur cet os. Et tu m'as dit c'est complètement réel. C'est complètement réel, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je t'ai regardé et j'ai dit oui, pourtant tu m'avais embrassé. Je t'ai dit oui, pourtant tu m'as embrassé. Et là tu m'as regardé. Tu m'as réembrassé, tu t'es mis sur moi et tu as dit je t'embrasse tout le temps, même quand tu n'as pas les yeux fermés. Mais là j'en ai profité. Comme tu étais dans un cas de conscience, de sérénité, comme tu étais dans un cas de conscience, de sérénité, que ton âme était pure, que tes poumons étaient vidés, remplis d'air, que tu contrôlais les battements de ton cœur, que tu te sentais bien en jouant du hang drum, que tu contrôlais le mouvement de tes poignets et de tes phalanges, jusqu'au bout de tes doigts. Je me suis avancé pour t'embrasser. Je me suis dit que c'était le meilleur moment. Je me suis dit que tu savourerais ce baiser, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que je retire mes lèvres. Je t'ai regardé et je t'ai dit, tu es vraiment un amour, car c'était le cas. J'ai savouré ton baiser et ta présence à côté de moi, ta présence à jouer du hang drum, à contrôler ta respiration, à contrôler les battements de ton cœur. Je l'ai savouré jusqu'à la dernière seconde. Ensuite, je me suis endormi sur ton torse. Tu m'as regardé et tu me caressais les cheveux. C'était encore mieux que de jouer du hang drum avec toi sur le toit, à la nuit venue. Dans un nightclub, il y a toujours différents regards. Celui de l'homme qui te regarde depuis le bar, mais qui n'est qu'intéressé par sa boisson. Celui des femmes qui sont venues en groupe et qui te regardent. Elles regardent principalement, elles regardent principalement les figures que je fais, simplement parce que je suis un homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les différents regards. Celui de l'homme qui n'a pas peur de regarder un autre homme sur une barre de pole dance. Celui de l'homme qui commande à boire, simplement pour pouvoir voir quelle femme va le regarder en premier. Celui des femmes, des filles qui sont venues en groupe en boîte de nuit, qui sont venues en groupe en boîte de nuit, à l'intérieur, de ce nightclub. Ces femmes, généralement, sont des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Elles commandent alors tous elles commandent alors tous la même boisson. Et il y en a seulement une, celle qui conduit, qui va commander un verre d'eau, principalement avec une tranche de citron, peut-être pour donner un simple goût. Peut-être avec des feuilles de menthe aussi, avec de la glace pilée, pour que ça ressemble à un alcool. Mais sinon, son verre, c'est uniquement de l'eau. Son verre, c'est uniquement de l'eau. Ces filles-là me regardent. Moi, je me fiche des regards. Il y a les hommes qui se fichent bien de ce qu'ils voient. Il y a les hommes qui se fichent bien de ce qu'ils voient, qui s'en foutent. Il y a des hommes qui voient des femmes, des stripteaseuses en bikini, ou alors simplement en culotte noire ou alors en soutien-gorge, qui sont en train de s'accrocher à leur barre de pole dance et de faire des figures. Elles ont des longs talons aiguilles noirs et elles n'ont pas de chaussettes. Elles sont en train simplement de faire des barres. Elles sont en train sur la barre de pole dance de faire des figures ou alors de s'accrocher à la barre et de danser sur de la musique électronique. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de regarder les divers regards. Les personnes qui me regardent habituellement sont les femmes qui commandent à boire au bar. Elles me regardent depuis le bar. Les personnes qui me regardent depuis le bar ne sont pas forcément intéressées par ce que je fais. Mais moi, je suis intéressé par moi-même. C'est le principal. C'est le principal, alors que je ressens tout.
alors que je ressens tout. La ceinture sur mon jeans, la ceinture en cuir, que de temps en temps j'enlève pour ouvrir mon jeans. Je montre alors mon boxer noir, mon jeans, mon jeans en tissu, que je ressens sur ma peau, mon jeans qui moule ma silhouette. J'arrive à le sentir. Un jeans, un jeans slim, un jeans skinny slim que j'arrive à sentir, un jeans skinny fit que j'arrive à sentir, et ce jeans skinny fit, ou alors de temps en temps un slim, toujours gris, toujours de couleur grise, c'est ce que j'ai demandé. Ce soir-là, je portais un jeans gris, gris plutôt foncé, qui virait vers le noir. Une couleur qui chavirait vers le noir, mais qui était grise. C'était un jeans motard. C'était un jeans motard. Sur mes genoux, il y avait des sortes de protections. Il y avait des sortes de protections, des rajouts en forme de ligne. C'était un jeans motard. Il y avait des tirettes sur le côté, des tirettes blanches, juste en dessous des poches. J'avais les mains dans les poches et j'étais en train de le retirer. J'avais retiré ma ceinture que j'avais jetée sur la scène. Une femme l'avait pris et m'avait fait un clin d'œil. Elle était repartie au bar rejoindre ses amis. Elle m'avait pointé du doigt. Elle m'avait pointé du doigt en disant à ses amis qu'elle avait récupéré ma ceinture. Elle est revenue avec ses amis. Elle est revenue avec ses amis. Ses amis m'ont regardé et alors je les ai regardés. Je me suis mis à genoux sur la scène. Non. Je me suis mis à genoux sur la scène et derrière le rideau, j'ai vu mon manager me dire de continuer à danser, de reprendre la barre de pole dance. Et ces filles m'ont demandé comment je m'appelais. Je me suis mis à genoux et j'ai dit que mon nom c'était Hudson. L'une des filles m'a demandé si c'était mon vrai nom. J'ai murmuré, j'ai murmuré en buvant dans leur verre parce que j'ai pris le verre de l'une des filles et j'ai bu dedans. C'était celle qui buvait de l'eau. J'ai pris son verre, j'ai bu dedans et j'ai dit que Hudson, comme le fleuve qui traverse New York, comme le fleuve qui traverse la ville, New York, j'ai dit que Hudson était mon nom de scène. Elles m'ont regardé danser depuis le bar. Depuis le bar, elles m'ont regardé danser. Moi, j'ai continué et j'arrivais à sentir le tissu de mon boxer noir. Je sentais les liasses de billets qu'on y mettait dedans. Je sentais les liasses de billets qu'on y mettait dedans quand on me payait en cash, après avoir fait l'amour avec quelqu'un, une femme ou un homme, peu importe. J'arrivais à sentir le tissu de mon jeans, une couleur noire un peu qui virait vers le gris, une couleur grisâtre très foncée. J'arrivais à sentir les rajouts de tissu de mon jeans motard sur mes genoux. J'arrivais à sentir les rajouts de tissu au-dessus de mes genoux. Au-dessus de mes genoux, j'arrivais à sentir les rajouts de tissu, comme un jeans motard. Et j'arrivais à sentir le métal, j'arrivais à sentir le métal des petites tirettes que j'avais en dessous de mes poches. J'arrivais à sentir mon jeans tout le long de la forme de mon corps, tout le long de la forme de mes hanches, le long de la forme de mes jambes, tout le long de ma silhouette. J'arrivais à sentir mon jeans, le tissu de, le tissu de mon caleçon, le tissu de mon boxer que je portais, un boxer noir, les liasses de billets qui étaient accrochées entre mon jeans, entre l'élastique de mon boxer. J'arrivais à sentir le tissu chaud de mon t-shirt qui moulait ma silhouette aussi, et mes épaules. Tout ça, j'arrivais à le sentir et je me faisais plaisir sur la barre de pole dance. Peu importe le regard de l'homme qui est intéressé par moi, qui n'a pas peur de me regarder. L'homme qui attend de voir quelle femme va le regarder en premier. Les filles qui sont en groupe et qui viennent me voir parce que je suis un homme et que je ne suis pas une stripteaseuse, que je ne suis pas une stripteaseuse en bikini accrochée à sa barre de pole dance qui danse sur la musique que l'on met dans le nightclub. J'étais en train de danser et je me fichais des regards différents qu'il y avait à l'intérieur du nightclub. Je dansais peu importe ce qui se passait, peu importe ce qu'on venait faire ou me demander quand je retirais ma ceinture ou mon t-shirt, peu importe qui le récupérait ou qui me demandait quoi, ou qui venait en groupe avec ses amis, peu importe, je continuais à danser, je me fichais des regards. Ensuite, en coulisses, je me suis démaquillé. J'ai enlevé le maquillage blanc pour pouvoir, j'ai enlevé le maquillage blanc pour pouvoir avoir une peau très pâle sous les spots. J'ai retiré ce maquillage. Et puis ensuite, j'ai mis mes vêtements et je suis rentré chez moi. Je me sentais mieux, il devait être 3 heures, 4 heures, peut-être même 5 heures du matin. Je suis rentré, je me suis effondré dans mon lit. Mon copain m'a serré très fort contre lui, a mis sa main le long de mon corps
et l'a descendu le long du bas de mon ventre. Le danger était partout, bien plus présent qu'on ne le pensait. Ça pouvait être une vague d'orage, ça pouvait être une petite lumière orange qui clignotait sur le côté. Le danger était partout. Cette impression de peur, cette impression qu'il y avait quelque chose qui rôdait autour de nous. On savait que ce qui rôdait autour de nous, ce n'était que la présence des religieuses. Ce n'était que la présence d'un crucifix accroché au mur. Ce n'était que la présence de bougies qui étaient en train de brûler sur un chandelier. On savait que le long de la table en bois sur laquelle on se réunissait le soir pour manger, ce n'était qu'une simple présence, amicale. On savait qu'il y avait les nonnes qui n'étaient encore que novices, qui nous aidaient parfois le soir à faire la vaisselle ou alors à installer la table pour tout le monde, à appeler les autres pour qu'ils descendent l'escalier, qu'ils descendent de leur chambre. Il y avait une novice, une nonne particulière que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Elle avait des cheveux, elle avait le teint pâle caucasien, les cheveux noirs. Elle avait des yeux bleus, brillants. Brillants, ils étaient presque blancs. Un jour, je lui ai même demandé si elle était aveugle. C'était le premier jour où je suis arrivé. Elle s'est mise à genoux avec son vêtement de nonne et m'a dit non, bien sûr que non. Elle m'a montré ma chambre. Elle s'appelait Sœur Abigail. Mais elle préférait qu'on l'appelait Sœur Abigail. Alors je l'ai regardée. J'ai regardé Sœur Abigail et elle m'a dit voici ta chambre. Je lui ai posé une question et je lui ai demandé Sœur Abigail, elle est arrivée à côté de moi, tenant son vêtement de nonne, et elle m'a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on appelait leur chambre une cellule. Je lui ai dit qu'elle devait pourtant être mariée à Dieu, et là, quand je lui ai dit ça, elle a dit je ne suis qu'une novice, je n'ai pas encore prononcé mes vœux, je ne suis pas tout à fait mariée à Dieu, et on appelle ça une cellule. Elle m'avait expliqué la raison. Elle m'avait expliqué pourquoi on appelait ça une cellule. Il n'y avait pas réellement de raison. C'était simplement que c'était petit et étroit. J'étais assis sur le bord de mon lit. Ensuite, j'ai croisé les jambes et je me suis mis contre le mur. Elle m'a dit tu as d'autres questions? Je lui ai dit que non, que je n'avais pas d'autres questions. Je lui ai dit que c'était la seule explication. À la porte, elle a réouvert la porte et a dit la seule explication de quoi? Je l'ai regardé, j'ai dit c'est la seule explication. Vous appelez ça une cellule parce que c'est petit et étroit? Elle m'a regardé et a dit oui. J'ai dit et à l'intérieur de votre cellule, vous avez comme nous une armoire ou alors des étagères sur lesquelles vous posez vos vêtements de religieuse? Vous avez un vêtement de religieuse chaque jour différent, mais toujours le même? Elle m'a regardé et elle a dit non, on remet toujours le même, mais on le lave régulièrement. Je l'ai regardé et je lui ai dit donc vous n'avez pas d'armoire. Qu'est-ce que vous avez dans une cellule? Je l'ai demandé. Elle est restée à la porte et elle m'a dit nous avons une Bible, un chandelier avec une tête pour pouvoir y placer une bougie. On a une bougie pour pouvoir s'éclairer, une petite lanterne, un crucifix placé juste au-dessus de notre lit et une sainte Bible. En fermant la porte, elle m'a regardé et elle m'a dit c'est bon, tu as d'autres questions? J'ai dit non. Je me suis mis au bord de mon lit et elle m'a dit si tu n'as plus d'autres questions. En posant une main sur mon épaule, elle m'a dit il est temps de prier maintenant. Rends grâce à Dieu et va te coucher. J'ai regardé par la fenêtre la nuit obscure. Je me suis mis face à mon lit et j'ai prié. J'ai prié notre Père de me réveiller le lendemain matin, de m'offrir le réveil, de pouvoir voir le jour. Elle m'a regardé et je sentais qu'elle était encore derrière la porte et qu'elle m'écoutait prier. J'ai regardé les autres enfants qui me regardaient prier. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas. Ils ont dit qu'ils ne trouvaient ça pas utile, que la seule chose qu'ils trouvaient utile, c'était de sortir de là. Je leur ai dit de se réveiller un peu. Je suis arrivé à côté d'eux et j'ai dit qu'ils devaient se réveiller un peu, que si on réussissait à faire tout comme ils nous demandent, prier, manger ensemble, faire un bénédicité avant de manger,
dire le bénédicité, réciter le bénédicité avant de manger, si on faisait tout ça et qu'on allait de temps en temps se confesser au confessionnal, qu'on allait à la messe ensemble avec tous les autres enfants, qu'on passait régulièrement du temps avec les religieuses à faire les activités qu'elles font, lire des, lire des versets et des chapitres de la Sainte Bible, si on allait parfois voir le prêtre et qu'on allait souvent goûter à l'eau bénite, et que pour nous, dans une coupe, il nous donnait de l'eau. Si pour nous, dans une coupe, il nous donnait de l'eau et qu'on buvait dans la coupe, au lieu de boire du vin, ça c'était pour les sœurs. Mais je leur disais de se réveiller, de faire ça. Si tous les jours on faisait ça, qu'on allait boire de l'eau dans la coupe, qu'on faisait ça et qu'on allait goûter à l'hostie. Une fois qu'on avait goûté à l'hostie, on restait à la messe, on écoutait le prêtre et son étole violette sur ses épaules. Il nous apportait le crucifix qu'on pouvait tenir en main et la Sainte Bible, nous demandait de passer devant tout le monde, de lire un chapitre ou un verset qu'on avait choisi, écrit par Matthieu ou par Saint Jean, peu importe. Si on faisait tout ça, peut-être qu'on réussirait un jour à se trouver une famille, quelqu'un qui viendrait dans ce couvent, et qui nous adopterait, parce que nous avons suivi les règles. Le but, c'est pas de partir comme si c'était un escape room. Ils m'ont tous regardé et j'ai continué à prier. Ce soir-là, je me suis endormi. Et mes rêves me paraissaient tellement réels. Mes mains sur chaque touche blanche avaient le pouvoir d'envoûter n'importe quel esprit. N'importe quel esprit était hypnotisé directement par ce que je jouais. Les violons, les violoncelles, les violonistes, les femmes, les hommes, toutes les personnes derrière moi, toutes ces personnes qui étaient derrière moi, qui jouaient derrière la symphonie que moi je jouais, avaient le pouvoir d'envoûter les esprits, alors que les yeux étaient rivés sur moi, alors que les violonistes, les trompettistes, tous ceux qui étaient avec moi dans l'orchestre, mais principalement mon piano à moi, j'avais l'impression que mes mains sur les touches blanches, j'avais l'impression que mes mains sur les touches noires donnaient des ailes à mon piano. Alors que de temps en temps je me retournais un peu et que je regardais les violonistes, les trompettistes, les saxophonistes, je regardais tous ceux qui avaient un instrument avant. Je regardais ceux qui faisaient de la clarinette, ceux qui faisaient de la flûte traversière. Je regardais ceux qui faisaient de la flûte traversière, ceux qui faisaient de la clarinette. Et quand je me retournais et que je voyais cet orchestre derrière moi, l'homme qui agitait des bâtons, l'homme qui agitait juste ces deux baguettes qu'il avait en main, ces deux petites baguettes en main qu'il avait, des baguettes en bois. Je les voyais les agiter. Le chef d'orchestre, j'avais l'impression qu'il ne servait pas à grand-chose. Je jouais selon ce que j'entendais. Selon ce que j'entendais, parce que le chef d'orchestre, lui, faisait jouer tous ceux qui étaient derrière moi. Le piano était l'atout principal de ce qu'il se passait, de ce que les gens entendaient, de ce que les gens regardaient. Le piano, mon piano à queue de concert, était l'atout principal de ce que les gens entendaient. Les gens n'étaient pas envoûtés par l'orchestre derrière moi. Les gens étaient envoûtés par mes doigts posés sur le clavier. Les gens étaient envoûtés tout simplement par chaque corde qui était frappée à l'intérieur de mon piano. Les gens étaient envoûtés par les mélodies que je jouais. Les gens étaient envoûtés par les entr'actes et la suivante musique que j'allais jouer. Cette suivante musique envoûtante et aussi hypnotisante que la première, la précédente et la suivante, et encore l'autre, et encore l'autre. Ces musiques hypnotisaient les gens. Je regardais les oiseaux voler au-dessus de moi, de gracieux corbeaux et de gracieuses corneilles, noirs, tout aussi noirs que mon piano, tout aussi noirs que les pieds de mon piano, tout aussi noirs que l'encre posée sur mes partitions. Tout aussi noir que l'encre posée sur mes partitions, je regardais ces corneilles et ces gracieux corbeaux. Je les voyais qui étaient en train de faire des bancs d'oiseaux au-dessus de moi, et j'entendais leurs cris, le cri des corneilles et le cri des corbeaux. Cela me donnait une inspiration imprenable et une vue imprenable sur tout le monde.
Mon inspiration augmentait au fil que les gens me regardaient. Et j'avais l'impression que mon piano prenait des ailes, que je me retrouvais dans le ciel avec les oiseaux. C'était magique et magistral. C'était magique et magistral de me retrouver là. Le soir, j'ai pris mon piano, un petit piano, un synthétiseur noir. Il était sur un pied dépliable, et j'ai commencé à jouer. Je me sentais bien, je me sentais seul. Isolé dans ma bulle, je pouvais faire confiance au bruit, le bruit qui n'existait pas. Je pouvais faire confiance au bruit, un bruit qui n'existait pas. Le seul bruit qui existait, c'était toi derrière moi, qui étais en train de me faire un massage, de me masser les épaules. Le seul bruit que j'entendais, c'était le tissu de mon t-shirt se froisser un petit peu sur mes épaules. Le seul bruit que j'entendais, c'était ta respiration, tes côtes qui se tenaient bien dressées vers l'arrière, tes côtes qui s'enfonçaient dans ton ventre lorsque tu respirais, les battements de ton cœur que je pouvais sentir juste à côté de mon oreille, car tu étais debout et moi assis. Les seuls, les seuls bruits que j'entendais, c'était cela. J'entendais aussi mes mains se déplacer sur le clavier, car mon synthétiseur, contrairement à mon grand piano de concert, mon piano à queue qui lui était en bois verni et en bois ciré. Contrairement à lui, qui était noir, qui était en bois, contrairement à mon piano à queue, qui m'attendait tous les jours dans la salle de concert où des gens venaient m'écouter. Mon synthétiseur, lui, il était en plastique. À l'intérieur, il y avait différents sons de différents instruments. Je pouvais faire des modulages, je pouvais créer des sons, je pouvais créer je pouvais créer des bandes de sons différents que je mettais les unes sur les autres. J'en créais certaines qui se ressemblaient, certaines plus lentes, certaines plus rapides. Je me prenais pour un dieu de la musique. Tel Chopin ou Beethoven, je me prenais pour un dieu. Telle la lettre à Élise, ou tel des opéras qu'aurait écrit Chopin, ou alors aurait écrit Beethoven. Je me prenais pour un dieu. Je composais, je faisais des compositions. Et ces compositions, je les prenais, je les écoutais seul avec mon casque. Et ensuite avec mon PC. Je composais et je modulais. Je les mettais par au-dessus. Je faisais un fil, je faisais un fil de sons et je les passais encore les uns sur les autres. Je retranscrivais ces sons et je faisais alors des modulages que j'apportais. Ces modulages, je les apportais à une personne qui les écoutait et qui les validait. Elle en faisait ensuite des petits albums. Elle en faisait ensuite des petits albums que je ne vendais pas très cher. Je ne les vendais pas très cher, mais ils avaient un succès, un certain succès. Je les vendais à la fin de mon concert. Ce n'était pas une vendeuse ou un vendeur qui s'occupait de ça, c'était moi-même, le compositeur. C'était moi-même le pianiste que tout le monde était venu voir. Les gens avaient l'occasion de me parler, de me voir et d'acheter l'un de mes albums. Un jour, un enfant est rentré derrière, je lui ai permis de rentrer juste derrière, dans mon stand. Il m'a regardé et a dit qu'il jouait du piano depuis toujours. Ses, pa- Ses parents m'ont regardé, ont dit qu'ils étaient fans de ma musique, qu'ils l'écoutaient souvent lorsqu'ils avaient des soirées avec des amis, ou alors des invités à la maison. Ce soir-là, ils m'ont invité chez eux. Leur maison était une maison complètement blanche, une énorme maison. Ils avaient une BMW noire et une autre BMW, un SUV noir sur le côté. Ils avaient une petite BMW, une X1 grise. J'ai regardé leurs trois voitures. J'ai regardé leurs trois voitures. Ils avaient une fille tout à fait charmante qui était occupée de jouer du violon dans sa chambre. J'ai demandé quelle sorte de violon il jouait. Et j'ai demandé quelle sorte de violon il jouait, car j'avais reconnu tout de suite l'instrument. J'avais deux violonistes de violoncelle derrière moi quand je jouais sur scène. Je suis arrivé et j'ai reconnu que c'était un violoncelle. Elle me connaissait aussi. Dans sa chambre, elle avait un portrait de moi derrière mon piano. Le, ce, ce poster de moi que je connaissais parfaitement derrière mon piano, où on avait rajouté des ailes à mon piano. On avait rajouté des ailes à mon piano qui était ouvert, et on le voyait comme un oiseau, avec les ailes déployées. Ce poster qui était beau, ou ce poster qui était un peu vaporeux, où la lumière des spots donnait une sorte de vapeur juste devant moi. Ce poster était magnifique et je le regardais. Je regardais surtout la jeune fille et je lui disais sur quelle chanson est-ce qu'elle s'entraînait.
Elle m'a fait écouter la chanson, je suis resté dans sa chambre. Ce soir-là, je suis resté manger chez eux, et le petit a composé quelque chose au piano pour moi. Il m'a fait écouter, j'ai écouté sagement, je suis resté assis. Je suis resté assis dans le fauteuil avec les petites choses à manger qu'avait préparé la mère, qu'elle avait apportées sur des plateaux, et j'ai écouté l'enfant. Finalement, je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit: ça te dit un petit concerto à quatre mains? Il m'a regardé, et a dit que c'était son rêve depuis toujours. Je lui ai dit que les rêves se réalisaient de temps en temps, et celui-ci allait se réaliser. On a fait un concerto à quatre mains ensemble. Et, et finalement, je me suis retourné, je me suis levé, je suis revenu. Je suis revenu à côté des parents. Les parents ont applaudi leur enfant. Les parents ont applaudi leur enfant et j'ai regardé l'enfant venir juste à côté de moi. Il m'a regardé, je lui ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Finlay. Il m'a dit qu'il s'appelait Finlay. Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était très bien, qu'il jouait magnifiquement bien, qu'il pouvait devenir un virtuose du piano, peut-être un peu plus jeune que, peut-être un peu plus jeune que moi. Qu'il avait commencé. J'ai demandé à ses parents à quel âge il avait commencé. Ils m'ont répondu qu'il avait commencé à 10 ans. Je lui ai dit que si ça se trouve, il allait devenir un virtuose du piano comme moi. Peut-être plus jeune, peut-être qu'il allait commencer une carrière comme la mienne beaucoup plus jeune. C'était ça que j'essayais de lui dire. Ses parents m'ont regardé, flatté, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je les ai remerciés pour le plat qu'on avait mangé, pour pour la table qu'on avait partagée, et pour les convives qui avaient été ses enfants, et eux-mêmes. Je suis parti et je leur ai donné deux places pour pouvoir même inviter une personne ou deux avec eux à mon prochain concert qui ne se passera pas très loin, dans dans une salle de concert pas très loin de chez eux. Pas très loin de chez eux en ville, cette salle de concert très connue, qui était une ancienne salle que Beethoven avait utilisée. Pas Chopin, mais Beethoven. J'étais un grand fan de Beethoven, de la lettre à Élise. Je la jouais souvent chez moi. Je leur ai dit lors du repas. Et lorsqu'ils ont reçu les places, j'ai vu la mère la ranger sous une armoire. J'ai vu la mère la ranger sous la lampe qui était sur une armoire. La ranger sous cette lampe dans une enveloppe dans une enveloppe dans laquelle je les avais glissés. Je suis sorti, j'ai conduit et je leur ai fait signe, surtout au petit, qui est rentré, et j'ai vu la lumière de sa chambre s'allumer, depuis la vitre de ma voiture. Ce matin, j'étais sur le bord de la terrasse. J'étais sur le bord de la terrasse du côté où il y a des cerisiers du Japon, et j'étais en train de regarder la vue du mont Fuji. Tu as regardé dans mon carnet, dans mon calepin de dessin. Dans mon calepin de dessin, tu as regardé. Tu as ouvert à la page où j'avais coincé mon calepin de dessin, où j'avais coincé les pages que j'avais faites. Tu les as regardées. Tu as ouvert mon calepin et tu as retiré le feutre noir que j'avais accroché à quelques pages pour pouvoir me repérer, pour pouvoir retrouver la page où je m'étais arrêté. J'étais en train de dessiner une histoire d'horreur sur une poupée qui se déplaçait tout seul. J'étais en train de dessiner cette histoire sur une petite poupée qui se déplaçait toute seule, une poupée qui avait adopté des gens. J'avais adopté un esprit un petit peu Tim Burton. J'avais adopté cet esprit un petit peu Tim Burton. À la poupée, je lui avais fait une petite bouche qui souriait en coin. Je lui avais fait de longs cheveux noirs et je lui avais fait de gros yeux ronds dans lesquels se reflétait une lumière très blanche. Je voulais adopter un style un petit peu Tim Burton. Je lui avais fait des vêtements un petit peu comme Beetlejuice et j'avais fait quelque chose un petit peu comme Beetlejuice encore une fois. Il fallait répéter son nom 3 fois pour qu'elle apparaisse. Je l'avais donné à un petit enfant, un enfant de peut-être 10 ans ou moins. Et il avait cette poupée. Il avait cette poupée, il lui parlait. J'avais adopté un style un petit peu Tim Burton. Un petit peu partout, je faisais des spirales, des boucles. Un petit peu partout, la maison ressemblait à un manoir. Un énorme manoir qui ne ressemblait pas vraiment à une maison. Qui ne ressemblait pas vraiment à une maison. Mais pas vraiment à un château non plus. Mais il était grand, énorme. Il y avait des tours un petit peu partout, des tourelles, des grandes tours, des grosses tours. Partout, il y avait des fenêtres
des fenêtres de diverses formes. Tu es venu et tu as regardé, tu m'as demandé « C'est quoi ça ?» Je me suis rapproché et j'ai continué. J'ai continué à dessiner. J'étais en train de regarder le mont Fuji. J'étais en train de regarder le soleil qui était en train d'éclairer le sommet du mont Fuji, et qui surtout était en train de donner une couleur un peu jaunâtre et vive à toute la fumée qu'il y avait en dessous du mont Fuji à son pied, qu'il y avait juste au-dessus de la forêt des suicides, de la forêt d'Aokigahara. J'étais en train de regarder cette forêt, et j'avais eu cette idée qui m'était venue soudainement le matin. Je n'étais pas encore habillé, j'étais encore en boxer. J'étais assis, dehors sur la terrasse. Tu m'as regardé, tu m'as amené un jeans. Je l'ai mis. Et toi, tu es arrivé en jeans gris. Et tu as pris ton calepin aussi. Tu as regardé la forêt. Et tu as eu une idée, dessiner un homme qui avait un sac plastique sur la tête, un sac plastique qui avait été fermé sur sa tête. On voyait encore sa bouche, il avait des yeux très profonds. Il avait des yeux très profonds, à tel point que ses yeux reflétaient quelque part le néant. Tes dessins étaient beaucoup plus réalistes que les miens. Tu dessinais un mort qui avait une veste, une sorte de veste militaire avec des poches, une sorte de veste déchirée. Tu l'as regardé, tu as regardé mes dessins par rapport aux tiens. Mes dessins faisaient plus, mes dessins faisaient plus ressemblaient plus à des dessins animés, genre des dessins de dessins, genre des dessins animés, des dessins de dessins animés. Tu as regardé mes dessins et tu as regardé les tiens qui ressemblaient plus à des dessins réels, des vrais cadavres, des vraies personnes. Enfin, pas réellement des vraies personnes, mais des personnes qui ressemblaient à des mangas comme par exemple des mangas connus comme Pokémon, ou alors des mangas moins connus comme par exemple Jujutsu Kaisen. Tu m'as regardé et moi, j'ai regardé à l'intérieur de tes feuilles, et à l'intérieur de tes feuilles de ton calepin, quand j'ai regardé à l'intérieur, toutes les pages que tu avais faites, toutes les planches que tu avais dessinées. À chaque fois, tu avais dessiné le mont Fuji. À chaque fois, tu avais dessiné la forêt des morts, la forêt des suicides. Chaque fois, tu dessinais cette forêt à l'intérieur. Nous y sommes allés le soir. Nous y sommes allés le soir. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, franchement. Qui va dans la forêt des morts? Qui va dans la forêt des suicides? Qui va dans la forêt des suicides un soir au Japon? Mais on savait qu'il y avait un hôtel juste à côté. On savait qu'il y avait un hôtel juste à côté. On a réservé une chambre. On a réservé une chambre quand on était encore dans la forêt. C'était assez effrayant parce que quand on a réservé une chambre, mon GSM s'est éteint subitement. Il s'est éteint subitement. Et alors, quand je l'ai allumé, il y a eu des interférences. Et à travers les interférences, j'ai entendu des sortes de grésillements. Dans les grésillements de mon GSM, quand il s'est rallumé, j'ai entendu des sortes de voix, des murmures, comme si on nous parlait. On est tout de suite sorti de la forêt. On est sorti de la forêt, mais on avait trouvé quelqu'un. On avait trouvé un cadavre. Enfin, une veste et ce qui restait de son corps. On avait trouvé un vieux couteau. On a signalé la police. On a signalé la police, ceux qui s'occupaient de faire des rondes dans la forêt. Ceux qui s'occupaient de faire des rondes au pied du mont Fuji. On a trouvé des vêtements qui étaient en train de flotter, accrochés à un rocher, dans une rivière. La police est arrivée. Quand la police est arrivée, on attendait sur le bord de la route. Quand la police est arrivée, on les a vus. Et on leur a montré l'endroit exact. Ils ont pris, ils ont pris alors des précautions. Ils ont pris des précautions et au préalable, en prenant ces précautions, en traçant leur chemin avec un fil, en traçant leur chemin avec un fil de la corde, ils pouvaient rejoindre ensuite la sortie de la forêt. Il y avait des cordes vertes, il y avait des anciennes cordes vertes qu'on pouvait suivre, comme ça on suivait les chemins des âmes, on suivait les chemins des âmes qui étaient tristes, ces âmes tristes qui, qui avaient envie de... Ces âmes tristes ou alors ces âmes qui avaient juste envie de se tuer, de mourir, qui qui s'enfonçaient à l'intérieur de la forêt. On pouvait suivre leur chemin, on pouvait suivre leur chemin grâce à ces fils qu'ils avaient accrochés aux arbres. On en avait suivi quelques-uns, mais on n'avait jamais retrouvé de corps. C'est ce qu'on disait à propos de cette forêt. À propos de cette forêt, on disait souvent qu'on ne retrouvait jamais le corps de la personne, que son plan, que son plan avait été mis à jour, que le plan qu'il avait réalisé en tête pour pouvoir disparaître à jamais avait été mis à jour au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, son plan avait été mis à jour. C'est ce que disait la forêt. C'est ce que disaient les gens qui, c'est ce que disaient les gens qui s'occupaient de la forêt.
qui s'occupaient des personnes qui s'enfonçaient dans la forêt. Les âmes tristes, les âmes perturbées, les âmes perturbées, les âmes tristes, les âmes affaiblies. Toutes ces âmes affaiblies, toutes ces âmes tristes, toutes ces âmes en dépit de leur foi, en dépit de leur foi, et en dépit de ce dont en quoi ils croyaient, peut-être les légendes urbaines japonaises, ou alors encore les dieux, les déesses japonaises. Ceux qui croyaient peut-être au sacrifice, ceux qui croyaient peut-être au sacrifice, ceux qui croyaient à la disparition, ceux qui croyaient en la réincarnation de l'âme, peu importe ceux en qui ils croyaient, en dépit de leurs croyances, ils s'enfonçaient dans la forêt, et les âmes tristes disparaissaient. Ils disparaissaient dans cette forêt. Nous, on est resté là longtemps. On est resté là longtemps et on a réservé une arme. On a réservé alors, on a réservé une arme pour se protéger la prochaine fois qu'on retournera dans la forêt. Ensuite, on a réservé une chambre. Quand on est arrivé à l'hôtel qui se trouvait juste en face de l'entrée de la forêt d'Aokigahara, une femme nous a guidés. Tout en haut, au deuxième étage, elle nous a guidés. Les lits étaient à même le sol et tu m'as demandé pourquoi ils étaient à même le sol. La vue était surprenante sur la forêt d'Aokigahara. Je t'ai dit qu'ici c'était comme ça. On avait une lanterne, une bougie à l'intérieur qu'on pouvait allumer. Cette petite lanterne donnait une lumière jaune mais sombre et vive. Au plafond, on pouvait apercevoir les dragons qui étaient sculptés dans du bois rouge et qui étaient peints en rouge. On pouvait y apercevoir les toiles. On pouvait y apercevoir les toiles qui séparaient les chambres, les différentes toiles, des toiles un peu grises, un peu grisâtres, cousues au Japon. Ces différentes toiles qui étaient accrochées sur des baies vitrées opaques, qui étaient sur des portes coulissantes. À l'intérieur, dans notre chambre, on s'est installé à même le sol et on a dormi. Tu m'as serré contre toi et tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'allais plus vers un style enfantin un peu terrifiant. J'ai dit que je ne sais pas, je me sentais bien avec un style enfantin un peu terrifiant. Moi, je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu allais vers un style un peu plus... Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu allais vers un style beaucoup plus téméraire, beaucoup plus... Pourquoi est-ce que tu allais vers un style beaucoup plus téméraire, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vers les âmes vivantes. Et pourquoi est-ce que tu dessinais réellement pourquoi est-ce que tu dessinais réellement dans tes planches cette image du mont Fuji, cette image de la forêt, cette image des morts, et pourquoi est-ce que tu dessinais des esprits? Je t'ai dit que je préférais me fier au réalisme. Je préférais me fier au réalisme et à la réalité de ce qui se passe dans cette forêt. Moi, j'ai dit que je préférais me fier à des histoires que j'avais en tête. Je préférais me fier au Je préférais tout simplement me fier au style de Tim Burton. Je trouvais que Tim Burton avait un style très particulier. Il savait faire les choses et trouver les failles chez les gens. Il savait trouver ce qui faisait peur et ce qui ne faisait pas vraiment peur. Je me suis retourné assis sur le lit. Contre le mur, je t'ai dit regarde la famille Adams par exemple, un classique qui fait peur à tout le monde. Et c'est de Tim Burton. Je préfère me fier à son style, comme par exemple Beetlejuice, un classique qui ne fait pas nécessairement peur, mais qui a un certain côté qui fait un peu peur. Il est drôle, Beetlejuice, il est drôle ce film, mais il ne fait pas nécessairement peur, mais son univers a un certain côté un peu creepy. Alors je préfère me fier à l'univers de Tim Burton. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que je n'inventais pas, et j'ai dit que je ne voulais pas inventer. Je trouvais que mon histoire avec ma poupée était assez creepy comme ça, assez flippante, assez terrifiante, et que j'allais continuer sur cette voie. On continuait sur des voies terrifiantes, on continuait sur des histoires terrifiantes, des voies différentes et des styles différents, mais de temps en temps on s'entraidait. Un jour, tu t'es assis à ton bureau le soir, tu as allumé une lanterne, tu sentais l'odeur de la bougie et de la cire brûlée, et je me suis mis à côté de toi. J'ai passé mon bras le long de ton bras, j'ai fait un trait, et j'ai dessiné un deuxième esprit à côté du tien, qui était, qui était complètement similaire au tien, complètement similaire à ceux que tu faisais, parce que tous les deux, on analysait nos propres dessins, on commentait nos propres dessins, donc on savait faire ce que l'autre faisait. J'ai fait un trait, puis un deuxième, puis un troisième, et tu as regardé l'évolution de mon dessin. Finalement, je dessinais exactement les mêmes choses que toi.
Je t'aidais à dessiner les esprits un petit peu partout où tu voulais les faire. Tu faisais des croix au crayon, qu'ensuite tu gommais, et tu les dessinais un petit peu partout où tu voulais faire un fantôme. Ensuite, tu faisais, ensuite tu faisais un onomatopée, par exemple un grognement, ou alors une sorte de bruit qu'il faisait. Et puis après, tu faisais apparaître tes personnages dans la forêt. Et là, tu mettais les phylactères et tu écrivais ce que tu voulais écrire. Parfois, quand je t'aidais, tu me murmurais quelque chose à l'oreille. Tu dessinais ton phylactère et je l'écrivais moi. Je l'écrivais d'abord au crayon, ensuite je gommais et je repassais sur les lettres pour donner un certain genre, un certain style que tu m'avais murmuré à l'oreille. C'était comme ça qu'on travaillait ensemble pour pouvoir faire nos différentes bandes dessinées.